Le gisement Sarreau-Lorrain, dont les houillères du bassin de Lorraine exploitent actuellement une trentaine de kilomètres, s'étend en direction générale nord-est-sud-ouest sur une longueur de 120 kilomètres. Au groupe de Sarre et Moselle, le siège de Merlebach exploite une partie du flanc est de l'anticlinal dit de Merlebach, tandis que le flanc ouest est exploité par le siège de la Houve. D'une façon générale, la coupe géologique suivant le pointillé dévoile à Merlebach l'inclinaison très forte voisine de la verticale de l'anticlinal, où les flambants supérieurs représentent 11 veines en un ou plusieurs bancs de 27 à 28 mètres de charbon exploitable, tandis que les flambants inférieurs groupent 10 veines d'une puissance de 22 à 23 mètres environ. À la Houve, au contraire, le flanc ouest se caractérise par une inclinaison plus faible, variable de 18 à 10 degrés. En 1924, à l'occasion d'une visite des congressistes de l'industrie minérale, M. de Peyremoff, président de la société Sarre et Moselle, laissait entrevoir dans son allocution le développement futur du bassin. Le siège de Merlebach s'étend du nord au sud sur une distance de 7 km. À 5 étages différents, 380 chantiers produisent 12 500 tonnes nettes de charbon, soit 16 500 tonnes brutes. Le problème du déblocage du siège de Merlebach était donc le suivant. Depuis des points de chargement très nombreux et très dispersés, transporter 16 500 tonnes brutes jusqu'au puits d'extraction. Les berlines de 1000 litres et les locomotives à air comprimé que le siège possédait avant sa modernisation ne pouvaient répondre au développement que prévoyait le plan Monet. Une transformation radicale des moyens de déblocage devait être envisagée. Mais il fallait que cette transformation s'accomplisse sans trop gêner l'extraction journalière. Il ne s'agissait pas moins que de remplacer l'extraction, jusque-là remontée dans 3 puits différents, équipés de machines d'extraction travaillant à la limite de leur capacité, par un seul déblocage concentré sur le puits Frémin. Cette modernisation du déblocage, au fond, devait, pour être efficace, s'accompagner d'une augmentation de puissance considérable de nos moyens d'extraction. La solution technique qui fut retenue consiste en un système de convoyeurs en cascade. Nous savons qu'à chaque étage, une galerie principale parallèle aux couches de charbon est creusée dans le conglomérat entre les deux faisceaux de veines exploités. À partir de cette galerie principale et perpendiculairement à celle-ci, on creuse des galeries appelées divisions qui recoupent le gisement à exploiter. À chaque point de rencontre de la division et d'une veine, un tubing permet d'écouler le charbon extrait de la veine. Désormais, ce charbon est chargé sur un convoyeur installé dans la division par l'intermédiaire de trémies et goulottes de déversement. Cette bande se déverse elle-même dans la galerie principale sur un grand convoyeur qui collecte et transporte jusqu'à la recette de chargement du skip la production de toutes les divisions. Le puits Frémin à 2 compartiments fut équipé d'une double extraction par skip. Le premier en service, celui de 545, dessert cet étage et les étages amont. Le deuxième skip, celui de 686, bénéficia de toute l'expérience apportée par l'exploitation du skip 545 durant 15 mois et se révéla au point dès la première minute de sa mise en service. Une division en pleine activité constitue en général un quartier d'exploitation. Elle occupe en moyenne 130 mineurs et produit 500 à 600 tonnes nettes de charbon. Le déblocage du chantier jusqu'au traversant se fait actuellement par des couloirs oscillants suspendus, entraînés par des moteurs à air comprimé de 350 à 400 mm d'alésage. L'extrémité de la ligne côté front est munie d'un bec-pelleteur jarige qui charge automatiquement la majeure partie du charbon. Un tubing de 1,70 m de diamètre reçoit le charbon transporté par le couloir et le déverse à la base, sur le convoyeur par l'intermédiaire de trémies et goulottes de déversement, étudiées pour réaliser au déversement un centrage correct de l'écoulement et la formation d'un tapis de fine protégeant la gomme du convoyeur. Ces goulottes permettent le passage sans risque de coincement des blocs de charbon déversés par les tubings situés en amont sur le convoyeur.
Les convoyeurs collectent les charbons de 8 à 12 tubings et assurent l'évacuation des 600 à 1000 tonnes produites par la division. Normalement installés en 650 mm de large, entraînés par 1,50 m par des moteurs électriques de 20 à 30 chevaux, 500 volts, ils ont une longueur moyenne de 250 mètres et une longueur maximum de 350 mètres. La bande a en général 5 plis avec revêtement caoutchouc de 2 mm de chaque côté. Les têtes motrices à simple tambour moteur de 580 mm de diamètre et tambour de contrainte de 350 mm de diamètre sont équipés de stations de tension par contrepoids, permettant des démarrages en charge sans glissement. Les réducteurs amovibles peuvent être installés pour attaque à droite ou à gauche. Une raclette à contrepoids permet un nettoyage continu du tambour de tête. Lorsque la traversée du gisement l'exige, 2 convoyeurs sont installés en série. Pour les divisions à grande production, le convoyeur aval a sa largeur portée à 800 mm. Pour réaliser un ensemble d'installations entièrement automatiques, il fallait installer un certain nombre d'appareils de signalisation et d'asservissement. En tête de la division se trouvent 2 hublots de couleur rouge et blanche. Le hublot rouge, appelé lampe panne, avertit d'un déclenchement soit de la pédale, soit du relais de glissement. Le hublot blanc signalant bande aval marche permet de vérifier le fonctionnement du centrifuge d'asservissement. Le coffret de chantier antidéflagrant comprend 3 lampes montées dans le compartiment sectionneur et visibles à travers 2 voyants. Ces 3 lampes permettent de vérifier la bonne position du contact du sectionneur, le fonctionnement du relais chronométrique en marche automatique et le déclenchement par centrifuge de glissement. Le hublot rouge s'éteint, signalant l'arrêt du convoyeur. Le centrifuge de glissement placé à proximité de la tête motrice a décelé un patinage excessif ou une rupture de la bande et a arrêté le convoyeur, avant que des échauffements aient fait courir des risques d'incendie. Les convoyeurs sont protégés durant leur marche par une pédale, simple palpeur à accrochage, judicieusement placée dans la goulotte. Un filin relié à la pédale permet d'arrêter la tête motrice à distance sur toute la longueur du convoyeur. Si la goulotte vient à s'engorger, le charbon monte dans celle-ci jusqu'au moment où un bloc heurtant le palpeur déclenche le contacteur de commande du moteur. Un interrupteur centrifuge, dont le but est de photographier la marche réelle du convoyeur, décèle, outre l'arrêt de celui-ci, les glissements risquant de provoquer des engorgements. Il est installé sur un châssis souple afin de limiter les efforts verticaux de la bande sur le centrifuge. Le hublot blanc éteint à son tour signale que la bande principale est arrêtée et empêche une remise en marche du convoyeur de division. Un commutateur à 3 positions, marche automatique, 0, marche manuelle, permet à volonté de marcher en automatique, d'arrêter le convoyeur, de mettre hors service les asservissements. Les convoyeurs de division sont perpendiculaires au convoyeur principal, sur lequel ils se déversent par l'intermédiaire d'une goulotte en 2 parties. Les pentes de ces goulottes ont été calculées pour donner au charbon arrivant sur le convoyeur principal une vitesse égale à celle de la bande. La goulotte articulée est équilibrée par un contrepoids, de manière à pouvoir se soulever sans difficulté lors du passage du charbon venant d'un point amont et à reprendre ensuite sa position normale. Les convoyeurs de 1 mètre en service à Merlebach furent les premiers du genre dans les mines françaises. La bande est à 8 plis, recouverte de 6 mm de caoutchouc sur le côté porteur et de 2 mm sur l'autre côté. La production de charbon est pesée par des bascules à pesage continu, qui intègrent, en fonction du temps, le produit de la charge par unité de longueur par la longueur de convoyeur passée sur la table de pesage. Entraînés à 2 mètres secondes par des moteurs de 200 chevaux 5000 volts, tête motrice à 2 tambours moteurs de 1,20 m de diamètre à réducteur incorporé, ces convoyeurs atteignent 1300 mètres de longueur, assurent un débit moyen de 500 tonnes heure et passent sans difficulté des pointes de 1200 tonnes heure. Des études faites au siège montrèrent que la valeur de la tension dans la bande au démarrage ne dépendait pas du couple de démarrage du moteur d'entraînement. Toutefois, des mous de l'ordre de 25 mètres peuvent se produire et expliquent l'importance de la station de tension.
Les transports horizontaux ne nécessitant aucune présence de personnel, ni à la commande, ni au déversement, la marche automatique de l'installation asservie à la marche du skip est contrôlée au poste central du fond sur un tableau synoptique dont la signalisation lumineuse donne une image fidèle de la réalité. Les tambours de déversement des convoyeurs principaux des champs nord et sud sont situés au-dessus d'un silo à descenseur périphérique. Lorsque le silo est plein, les convoyeurs principaux sont arrêtés automatiquement et ne sont remis en marche que lorsqu'un volume suffisant de charbon, réglable à volonté, a été évacué. Le silo, qui sert à la fois de silo de stockage et de silo d'alimentation, a une capacité de 500 tonnes utiles. Les goulottes de chute des convoyeurs principaux se déversent sur un descenseur périphérique à double spire qui transporte le charbon jusqu'à la base. Cette installation, la première réalisée en France, a permis de simplifier considérablement le problème stockage-reprise. Une cellule photoélectrique placée à la base du silo détecte silo vide et commande l'arrêt du système d'alimentation des trémies jauges. Inversement, un détecteur placé en haut du silo indique silo plein et commande la marche d'un extracteur à écailles qui alimente un convoyeur de 1,20 m de largeur destiné au remplissage des trémies jauges. Toutes ces opérations, reflétées intégralement sur le tableau synoptique de la sous-station, s'effectuent par l'intermédiaire de relais, facilement accessibles et contrôlables, puisque groupés dans des armoires blindées. Des trémies de capacité égale à celle des skips sont remplis alternativement par le convoyeur d'amener du silo. Le remplissage de ces trémies est contrôlé volumétriquement par détecteurs électroniques à électrodes suspendues. Le principe de ces détecteurs est de rendre sensible à un relais la variation de résistance électrique entre une électrode isolée et la masse, lors de la présence d'un corps touchant l'électrode. Lorsque la trémie est détectée pleine par le détecteur électronique, le volet de répartition des produits s'inverse et le charbon déverse à l'intérieur du skip pendant que la trémie de gauche se remplit. Et le cycle normal se poursuit. Attachés à leur câble de 72 mm de diamètre, de 300 tonnes de résistance à la rupture, les skips font un va-et-vient incessant entre jour et fond. Entraînés sur des molettes de 7 mètres de diamètre par des poulies d'adhérence queue de 8 mètres de diamètre situées au niveau du sol. Fidèlement contrôlé par le tableau synoptique, le processus de remplissage et d'ouverture des trappes des trémies jauges est commandé par le détecteur électronique. Le skip se remplit, la trémie jauge correspondante se vide, les trappes se referment pour permettre un nouveau remplissage. Et le skip remonte, son chargement n'a demandé que 8 secondes et déjà les poulies queues tournent plus vite, toujours plus vite, pour l'entraîner vers le jour à près de 17 mètres à la seconde. Et déjà, il arrive au niveau du jour. Le système d'ouverture de la goulotte de déversement du skip permet une vidange plus rapide que le remplissage, si bien qu'en 52 cordées horaires, près de 700 tonnes de charbon sont déchargées sur l'antibris qui alimente les convoyeurs de 1,20 m, transportant la production vers les criblages et l'avoir. Le cycle se poursuit inlassablement, tandis que le machiniste, qui n'est plus le robot d'autrefois, attentif à son pupitre, surveille l'automatisme des cordées.
À l'expérience, la marche automatique s'est révélée nettement plus rapide et tout aussi sûre que la marche manuelle, puisque la précision d'arrêt est obtenue à quelques centimètres près. Ainsi, un réseau de bandes transporteuses, dont les longueurs mises bout à bout atteindraient plus de 18 km, permettent à un fleuve de charbon formé par la réunion de multiples ruisseaux dévalant de 400 chantiers de déverser un débit moyen journalier de 15 200 tonnes brutes dans des skips puissants. Mais il n'existe pas que ce système de déblocage permettant, par sa modernisation, d'augmenter l'extraction d'une installation ancienne. À la houve, on a procédé tout autrement. Le sous-groupe de la houve, situé au nord-ouest de la concession, exploitait les platteurs par deux sièges distincts, le siège 1 et le siège 2. L'extraction journalière atteignait 2200 tonnes nettes pour chacun de ces deux sièges. Mais leurs installations désuètes et étriquées ne permettaient pas un accroissement de production sans une refonte complète. Une campagne de sondage systématique démontra l'existence d'un gisement important au sud du puits 4. Ce dernier se trouvant d'autre part, à égale distance entre ce nouveau gisement et celui plus à l'est, exploité par le siège 1, il était normal d'aménager le puits 4 en puits de concentration pour l'étage 500. L'expérience de Merlebach ayant été concluante, le mode d'extraction par skip de grande capacité fut également retenu pour le nouvel aménagement du puits. Restait le problème de déblocage et en particulier concentré sur le seul puits 4, une production provenant des champs est situés à près de 4 km, des champs ouest éloignés de 3 km et des nouveaux champs sud où le puits de Vernejoul, en fonçage, se trouve à 5 km de la nouvelle recette. Pour ces raisons de dispersion des chantiers, le roulage par berline de grande capacité et locomotives électriques s'imposait. Grâce aux nouvelles méthodes d'avancement en taille et à une électrification très poussée, un bond prodigieux vient d'être réalisé et a laissé très loin en arrière une exploitation telle qu'on la concevait il y a des années. Aux avancements des tailles de quelques dizaines de centimètres, aux productions de quelques cinquantaines de tonnes de ces tailles, ont succédé maintenant d'une façon absolument régulière des avancements journaliers de 4, 6 et même 8 mètres et des productions de 1000, 1400 et même 2000 tonnes. Cette transformation spectaculaire ne pouvait s'épanouir pleinement que si elle était complétée par une transformation équivalente des services extérieurs à la taille et en particulier du déblocage, du roulage et de la remontée du charbon. Le système de déblocage-roulage par berline de grande capacité étant localisé à l'étage 500, il fallait également organiser l'évacuation des chantiers provenant des sous-étages. Pour des raisons d'encagement et de transport de matériel de quartier, on choisit des berlines de 3,5 mètres de capacité, tractées par locaux diesel. Le charbon évacué des chantiers par des couloirs blindés est chargé d'une façon continue par l'intermédiaire d'une goulotte orientable sur la rame de berline vide dont l'avancement est commandé par le chargeur. Les trains de berline pleine sont immédiatement évacués vers la station de culbutage qui groupe la production des quartiers du sous-étage. Les rames de berline pleine sont décrochées pour passer de façon régulière dans un culbuteur placé en tête d'un descenseur hélicoïdal. Ainsi, au rythme d'un métronome, toute la production du sous-étage est évacuée du culbuteur au descenseur qui peut également faire office de silo de stockage.
À l'étage 500, un extracteur à raclette d'un débit rapide évacue le contenu du descenseur hélicoïdal en direction du point de chargement des berlines de grande capacité. Pour des raisons de simplification, la contenance des berlines fut choisie égale à celle des skips, 12 mètres cubes. Un égalisateur étale le charbon de façon régulière et remédie au dos d'âne qui pourrait se produire. Les berlines construites en tôle emboutie, reposant sur un châssis porté par des bogies, ont des dimensions inhabituelles jusque-là et sont à même, par leur robustesse, de supporter des efforts assez considérables. Une rame de ces puissants moyens de transport est constituée par 16 berlines réunies entre elles par attelage tournant. Le chargeur installé sur une plateforme commande à la fois l'avancement des berlines et la marche de l'extracteur. Au point de chargement, certains itinéraires peuvent être commandés du pupitre de secours. La rame de berline pleine, dont le poids est de l'ordre de 270 tonnes, va être attelée à sa locomotive. Un garage à locomotive de grande dimension abrite 2 locaux de service de 110 chevaux à cabine centrale, destinés aux manœuvres de recette et éventuellement au roulage de trains légers. 6 locaux de 300 chevaux d'un poids de 27 tonnes sont destinés au grand roulage. Ainsi, le charbon collecté au point de chargement est évacué rapidement vers la recette à près de 30 km/h. Un schéma rapide de la recette montre la possibilité du stockage de 7 rames des berlines pleines aux heures de pointe. Tandis que le 7e train est amené par la locomotive à la recette, la première rame avancée automatiquement par les chaînes passe dans la station de culbutage. Des circuits de voie règlent la marche des chaînes ravanceuses. Grâce aux attelages tournants, les berlines passent dans le culbuteur sans être dételées. Les mouvements des trains sont autorisés à l'aide de signaux lumineux. Vert, autorisation, rouge, interdiction, violet si le poste est en manœuvre. Le signal violet est franchissable après autorisation du régulateur. Les berlines de tête et de queue des rames sont équipées d'un frein à air comprimé pour réduire les distances de freinage. Les sous-stations de traction d'une puissance de 450 kW sous 550 volts se trouvent éloignées de la recette et sont télécommandées par le poste central. Des relais verrouillent les disjoncteurs principaux sur déclenchement par court-circuit. En cas de déclenchement par surcharge, les sous-stations réenclenchent automatiquement. Elles comprennent un disjoncteur sec du type Solénarque, un transformateur principal immergé dans du pyralène, un redresseur à cuve métallique et les armoires haute et basse tension. Par mesure de sécurité et vu la complexité du roulage, chaque locomotive est en liaison directe par téléphone avec le poste central. La circulation sur voie unique à évitement, la vitesse, les distances parcourues, ainsi que l'intensité du trafic posaient un problème de roulage particulièrement délicat. La solution retenue fut de protéger la circulation des trains par une installation de signalisation à commande centralisée dans un seul poste, implanté à la recette, groupant également la commande des aiguillages électriques. Le nombre d'itinéraires à réaliser étant très important, la solution par commande codée, déjà utilisée par les chemins de fer français, fut également retenue pour le poste central. L'installation s'inspire du principe des postes tout relais, à levier libre, sans enclenchement mécanique, dont l'action reste sans effet si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies. La commande des itinéraires se fait par boutons poussoirs étanches, groupés sur un meuble pupitre. Le contrôle de la marche des trains est suivi sur un tableau synoptique à face avant en plexiglas, groupant 103 voyants sur une surface réduite et donnant au total 260 indications.
Les appareils de recette sont à commande directe, alors que la commande des points de chargement est effectuée par une seule ligne bifilaire parcourue par du courant continu, sur laquelle passent successivement les codes de commande et de contrôle. À la croisée des chemins des divers champs d'exploitation, Sainte-Barbe, patron des mineurs, les protège dans leur dur labeur quotidien. Kumpel, Glückau. Dès que la machine de 300 chevaux a amené la rame des 16 berlines pleines à la recette, elle est dételée pour ramener un train de vide au point de chargement. La marche des berlines sera maintenant automatique grâce à un ensemble de chaînes ravanceuses. La nécessité de stocker aux heures de pointe 7 rames de berline, soit environ 1100 tonnes de charbon, imposait pour des facilités de dégagement de locomotives et de simplification d'appareils de voie la mise en place de chaînes à 2 sens de marche. En marche normale, les taquets sont effacés à l'arrêt. La mise en route des chaînes dans un sens déterminé entraîne automatiquement le relevage des taquets correspondants. À la recette, le contrôle de l'avancement automatique et du stockage des trains est confié au préposé du poste de commande. Ce dernier a en effet à sa disposition un tableau synoptique indiquant les occupations des voies dans la recette et signalant par un jeu de couleurs la présence des rames chargées ou vides sur la voie de stockage. Les boîtiers du tableau synoptique sont montés sur une grille perforée supportant le câblage, très facilement accessible par l'arrière du coffre. Des armoires blindées renferment les organes de commande de la recette. Ainsi, sans heurts et avec une admirable régularité, les berlines aspirées par le culbuteur sont vidées automatiquement dans les poches du skip. Le siège de la houve dispose donc d'un roulage puissant, rapide et moderne. La signalisation par commande centralisée permet d'utiliser au mieux le matériel roulant. Le régulateur peut, de son poste central, diriger intelligemment les trains vers les quartiers qui en ont besoin. Les manques à vide, maladies chroniques des mines, ne se produisent plus, de même que les embouteillages à la recette. L'organisation est assez souple pour s'adapter aux suggestions de l'exploitant. Enfin, l'aspect up-to-date que Saar et Moselle a tenté de conférer aux installations de la houve a permis de faire disparaître d'un seul coup petite berline, locomotive de 25 chevaux, voie de 500, cage lente, lavoir des huées, pour mettre en place un réseau ferré du fond qui rejoint par sa sûreté et sa puissance celui de la SNCF et permet de ramener au centre de ce vaste gisement des tonnages toujours plus importants. Bien entendu, tous les problèmes actuellement résolus ne sont pas directement transposables. Les solutions partiellement nouvelles, choisies en matière de déblocage, ont doté le groupe de Saar et Moselle d'un équipement sûr et puissant, d'exploitation facile et bon marché, probablement sans égal en Europe occidentale. Il n'est pas inutile d'ajouter que l'effort de modernisation se poursuit également dans les autres groupes du bassin de Lorraine. L'importance de ces réserves en font sans contredit le bassin de l'avenir des charbonnages français.